Dans ce cours 2, nous allons voir la base de la réaction antigène-anticorps et la structure générale des immunoglobulines. Alors, une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que c'est que la spécificité ? Puisqu'il y a bien une reconnaissance d'une cible, que ce soit par l'immunité innée ou par l'immunité adaptative. En fait, la spécificité, c'est l'aspect unique et distinctif de la reconnaissance de l'objet, qui active une réaction discriminante. Donc dans l'immunité non spécifique, le signal de danger est peu précis, peu distinctif, puisqu'on va le trouver dans de nombreuses situations. Et donc de nombreuses cellules vont être attirées par ce signal et y réagir. Alors que dans l'immunité adaptative, l'antigène est une structure qui peut être extrêmement caractéristique d'une cible, ou alors commune à plusieurs cibles différentes, mais alors avec des variations. C'est le cas des différentes souches de la grippe. Et en réponse, on aura une activation forte d'un petit nombre de structures, en l'occurrence un petit nombre de clones lymphocytaires qui auront une forte complémentarité pour cet antigène. Donc l'anticorps et le récepteur BCR sur le lymphocyte B sont ce qui est produit par le lymphocyte B en réponse à la stimulation par l'antigène. L'anticorps est la forme soluble, le BCR, et le récepteur membranaire équivalent sur le clone. Donc, la spécificité et l'affinité des anticorps sont deux notions liées. Si l'antigène est fortement reconnu par l'anticorps, forcément, il y aura une forte spécificité et aussi une forte réaction donc d'affinité. En fait, on a une réaction d'équilibre non covalente qui est liée à un ensemble de liaisons faibles, et plus il y a une bonne complémentarité de structure et d'électricité, plus il y aura de liaisons faibles et donc une forte affinité. En revanche, c'est un équilibre, ce qui fait que des conditions environnementales telles que la température ou le pH peuvent modifier le pourcentage d'antigènes fixé. Donc cette complémentarité se mesure. Là, vous avez un exemple, une illustration de deux pentes de fixation de deux structures extrêmement proches par un même anticorps. Donc l'affinité, c'est le paramètre de cette liaison. Elle est très variable d'un anticorps à l'autre, ce qui est différent de l'affinité d'une hormone pour un récepteur. Et elle va bien sûr influencer l'efficacité biologique de cet anticorps en déterminant quel est le pourcentage de formes complexées et de formes libres. Alors vous connaissez tous le petit dessin qui représente un anticorps qui reconnaît un antigène, mais en fait, cette reconnaissance, elle se fait sur un lieu bien précis qui est l'épitope, ou déterminant antigénique, qui est une partie toute petite sur l'antigène qui va être reconnue par la structure complémentaire sur l'anticorps, qui est le paratope. Donc un anticorps possède deux paratopes identiques, il est capable de coller deux antigènes. Mais comme l'antigène est tout petit, eh bien, il peut y avoir plusieurs épitopes sur un antigène. Et alors, vous aurez des anticorps différents, sur le schéma 1, 2 et 3, reconnaissant les épitopes 1, 2 et 3. Donc on a en fait plusieurs clones qui vont réagir. Dans la situation naturelle, vous avez plusieurs lymphocytes, plusieurs clones qui vont chacun produire des anticorps contre les différents épitopes. Et ces anticorps auront des affinités différentes. Donc au final, quand un animal reconnaît un antigène, il va produire un grand nombre d'anticorps liés à une reconnaissance polyclonale. Et vous aurez l'affinité globale du sérum sera la résultante des affinités et des concentrations de chacun des anticorps qui ont été produits. Alors, ces notions extrêmement intéressantes de structure et de fixation sont maintenant utilisées dans des logiciels extrêmement performants qui peuvent permettre des modélisations informatiques de la structure et de la séquence des paratopes qui vont être capables de se fixer à un antigène. C'est bien sûr des pistes d'innovation pour créer de nouveaux médicaments. Alors la structure des immunoglobulines en Y est bien connue. On va la détailler en décrivant qu'en fait il s'agit d'un complexe, un polymère qui contient plusieurs chaînes identiques 2 à 2, des chaînes lourdes et des chaînes légères,
que chacune de ces chaînes contient ce qu'on appelle des domaines, c'est-à-dire des parties qui sont structurellement et fonctionnellement indépendantes, hein, même si elles sont liées entre elles le long de la séquence. Et donc, on a une structure très complexe qui en plus est rendue encore plus complexe par un ensemble de liaisons entre les chaînes pour stabiliser cet ensemble et de sucres, hein, de glycosylation qui vont s'y rajouter pour modifier leur stabilité et leur métabolisme. Donc on est capable de reconnaître des zones fonctionnelles différentes et que même avec des enzymes au laboratoire on peut les couper, ces chaînes, en formant deux parties, la partie FAB, fragment antigen binding, sur lequel on a les paratopes, et la partie FC, fragment cristallisable, retenez constant, sur lequel on a les parties structurellement plus stables de la molécule, dite constante, qui vont assurer les fonctions d'intermédiaire avec les cellules. Alors les variations sont nombreuses dans cette structure de base que vous avez vue là des immunoglobulines. On a des variations, bien sûr, au niveau des paratopes, puisque chaque clone produit un paratope qui a une spécificité différente. On appelle ça l'idiotypie. Idiotype, ça veut dire original, hein, ça ne veut pas dire idiot, ça veut dire original. Et donc, il y a autant d'idiotypes que de clones lymphocytaires, et ça va former le répertoire des reconnaissances potentielles par l'individu des antigènes. On a des variations au niveau de ce qui est constant, qui en fait l'est pas trop, hein. Et donc on a des variations qu'on appelle des isotypes, qui correspondent aux différences entre les espèces animales, et aussi des variants qu'il y a chez chaque individu, qui sont les classes ou sous-classes, qui ont donc des fonctions différentes, hein, IgM, IgG, IgA, IgE. Dernier degré de variation, ce sont les allotypes. Alors les allotypes sont des modifications qui ont lieu entre les domaines, qui correspondent à des mutations possibles sur les séquences lorsqu'elles sont fabriquées. Donc là, ce sont des variations mineures qui en fait caractérisent chaque individu. Donc les isotypes, ou classe et sous-classe, vous avez un petit schéma qui vous représente que elles ne se ressemblent pas. L'IgM est énorme, un pentamère. Les IgE, IgG et IgD se ressemblent, là, des structures plus simples, et pourtant elles ne sont pas identiques puisque les séquences des gènes qui composent les chaînes, les domaines constants, ne sont pas les mêmes. L'IgA, elle, existe sous plusieurs formes. Une forme monomère, qui ressemble un peu à une IgG, des formes dimères couplées, et enfin une forme dite sécrétoire, dans laquelle il se rajoute une protéine qui va beaucoup stabiliser la molécule. Alors, toutes ces molécules existent sous forme sécrétée, sauf les IgD, qui sont en fait un rôle autocrine sur la régulation de la production des lymphocytes, des anticorps par les lymphocytes. Alors bien sûr, c'est très intéressant en médecine vétérinaire d'analyser l'immunité comparée et de voir qu'il y a eu une évolution phylogénétique de ces gènes codants pour les immunoglobulines, donc des variations dans les isotypes, leurs propriétés et leurs fonctions. Voici quelques propriétés physico-chimiques et biologiques des classes d'immunoglobulines. Je vais vous demander de les retenir pendant ce module, ce sera utile à la compréhension. Donc, leur valence, les IgM ont une valence de 10, elles sont capables de fixer 10 antigènes, puisqu'il y a ce pentamère, alors que les IgG n'en ont que 2, et les IgA 2 ou 4, selon qu'elles sont monomères ou dimères. Les concentrations ne sont pas les mêmes. Dans le sang, l'IgG est majoritaire, avec 20 mg par millilitre comme ordre grandeur. En revanche, les IgE sont en très petite quantité dans le sang parce qu'elles sont surtout dans les tissus et la plupart des IgE sont dites cytophiles, c'est-à-dire qu'elles sont déjà collées sur les récepteurs Fc des cellules. Enfin, la demi-vie. Les IgM sont fragiles, les IgG ont une demi-vie de 3 semaines, les IgA, ça dépend, et les IgE sont très fragiles. Voilà.
Alors d'autres propriétés qu'on verra un peu plus tard dans le cours, hein, ce sont celles liées à leur fonction. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions. Vous voyez que les IgE, par exemple, ont surtout un rôle d'activation des cellules immunocompétentes, alors que les IgM et les IgG, elles, vont assurer l'essentiel de l'agglutination et de la précipitation. Donc ça, voilà juste à titre informatif, hein, la comparaison ce qu'on connaît sur les immunoglobulines du chien et du cheval. Alors pour passer dans l'ensemble de l'organisme, la plupart des anticorps vont diffuser dans les liquides, le sang, la lymphe, etc. Mais vous avez aussi des phénomènes de transcytose qui vont permettre aux immunoglobulines de traverser des barrières qui normalement sont étanches au niveau des épithéliums. Alors ça concerne les IgG, de façon à passer de la mère au jeune à travers l'utérus et à travers le lait et le colostrum. On verra ça dans le cours sur l'immunité du jeune. Et ça concerne les IgA. Les IgA, c'est très important, hein, elles sont produites dans les tissus, mais elles vont être excrétées à l'extérieur dans les mucus, au niveau des muqueuses, et donc au niveau du lait, de la salive, des larmes, ça va imprégner toutes les muqueuses, ce qui permet d'assurer les premières défenses. Donc au cours de ce phénomène de transcytose, eh bien, les IgG restent intactes, elles passent d'un côté à l'autre de la cellule, parce qu'elles sont captées sur un récepteur, elles passent dans une vacuole et elles sont relarguées de l'autre côté. En ce qui concerne les IgA, c'est un peu plus compliqué puisqu'elles sont captées et associées à une partie du récepteur, et c'est lui qui forme la pièce sécrétoire qui va rendre l'IgA sécrétoire dans le mucus beaucoup plus solide que la forme sanguine. Donc cette transcytose, c'est un phénomène actif qui dépend de l'expression du récepteur de transcytose et du passage intercellulaire, ce qui fait que vous pouvez avoir des transports actifs énormes au niveau de la bile. On a une concentration d'IgA qui est libérée ensuite dans le suc digestif. Donc, pour ne pas confondre, hein, vous avez bien deux catégories de récepteurs, les RFC et les récepteurs de transcytose. Les RFC vont permettre aux cellules immunocompétentes de réagir à l'antigène. Les récepteurs de transcytose vont faire du passage d'immunoglobulines à travers une barrière. C'est tout à fait différent. Alors on verra plus tard comment se fait la réponse anticorps, mais sachez tout de suite qu'il y a des phénomènes d'homéostasie qui vont réguler l'ensemble des productions biologiques de façon générale, mais en ce qui concerne l'immunité, c'est très important. Ça va concerner le nombre total des cellules, le nombre des lymphocytes, mais aussi la concentration globale des immunoglobulines, etc. Voilà.